Module 33, les dérogations, partie 1. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau module de la formation gratuite Diviser un bien et gagner gros. Je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux modules et si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Notez bien que pour chaque module, il y a également une version écrite, elle est juste en dessous dans la description. Introduction. La fameuse place de parking, celle qui emmerde tous les investisseurs qui veulent diviser un bien immobilier, n'est en fait pas une fin en soi. En effet, dans ce module, vous allez voir qu'il est possible de s'en passer, même lorsqu'elle est indiquée dans le PLU. Nous allons voir ensemble toutes les dérogations que je connais et que j'utilise moi-même pour les investissements. Je vous dévoilerai les dérogations sur deux modules, le module 33 et le module 34. Le préambule. Pendant les 2 prochains modules, je vais raconter mon vécu. C'est ce qui s'est passé dans mon cas pour mon projet actuel. Certaines dérogations ne seront pas utilisables dans votre cas, certains points de négociation ne sont pas pour vous, mais en tout cas, ça vous permettra de connaître en détail le fonctionnement des dérogations de places de parking. Le module dérogation a été établi avec mon avocat spécialiste de l'urbanisme, ce texte sera donc assez complexe à comprendre, je vous invite donc à les lire plusieurs fois pour être sûr de tout comprendre. Auparavant, les villes dans lesquelles j'investissais ne demandaient pas la création de places de parking pour de la division de logements, ce qui était assez simple car c'est cette problématique de la place de stationnement qui bloque beaucoup d'investisseurs. Mais je me renseigne depuis septembre 2018 à comment obtenir une dérogation de place de parking car je cherchais un immeuble à Lyon ou à Grenoble. Malheureusement, dans le PLU de ces deux villes, la place de parking est obligatoire lorsqu'on fait une division de logements car c'est considéré comme de la création de logements. Auparavant, j'investissais uniquement dans des villes à cash flow, c'est-à-dire des villes qui permettent de gagner beaucoup de cash rapidement. Par contre, à la revente, je n'aurai pas de plus-value. Cette stratégie est très bien lorsqu'on commence en immobilier car elle permet de mettre pas mal d'argent de côté. En quelques années, vous pouvez vous créer un bel apport pour de plus gros projets. Cette stratégie est selon moi à mixer avec une stratégie plus patrimoniale, c'est-à-dire acheter un bien dans une ville qui prend de la valeur. C'est pourquoi, à l'heure où j'écris ces lignes, j'ai 40 lots dans des villes à cash flow, désormais je vais investir dans des villes patrimoniales. Même si j'ai un cash flow plus faible, c'est pas grave, le plus important c'est de mixer plusieurs stratégies afin de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. J'ai vite compris que je n'allais pas trop tarder sur la ville de Lyon car les immeubles partent très vite à des marchands de biens qui achètent cash plusieurs millions et sans conditions suspensives, donc autant vous dire qu'on ne joue pas dans la même cour de jeu. Je décide donc de rechercher activement sur Grenoble. Depuis plusieurs mois, je ne trouve pas grand-chose. Comme vous savez, j'achète que des immeubles pourris et sans locataires afin de pouvoir tout rénover entièrement afin d'en faire des logements de standing. Le problème, c'est que des grands immeubles pourris de plus de 500 mètres carrés sans locataires, dans une zone intéressante, ça ne se trouve pas partout. En février 2019, je trouve enfin un superbe immeuble qui était un hôtel. Pour la petite histoire, j'ai ma société qui est à Grenoble depuis 2010 et je passais devant tous les jours. Il avait une très belle façade face à la gare, j'avais toujours rêvé de l'acheter. À cette époque, j'étais encore jeune et j'avais les croyances limitantes que la majorité ont, c'est-à-dire penser qu'on ne pouvait investir en immobilier que lorsque l'on a de l'argent. J'ai compris que c'était faux des années plus tard. L'immeuble était affiché 1 600 000 €, pas du tout dans mon budget au vu des travaux et trop cher au niveau des mètres carrés. Comme je vous le dis souvent, on achète des mètres carrés, pas une rentabilité. Après plusieurs mois de négociations avec l'agent immobilier et le vendeur, nous décidons de conclure l'affaire à 1 200 000 €. Nous signons donc le compromis en juillet 2019. Comme vous pouvez le voir, il y a eu 6 mois de négociations, il ne faut rien lâcher, ça peut être très long, mais au final, ça rapporte gros. En parallèle, dès que je me suis intéressé à ce projet, j'ai évidemment lu le plan local d'urbanisme de la ville et malheureusement pour une création de logement, celui-ci obligeait d'avoir une place de parking par logement créé. Le problème, c'est que le bâtiment actuel est un hôtel. Je vais donc y faire un changement de destination pour le rendre habitable, ce qui fait que je vais créer 29 logements, ce qui doit me contraindre théoriquement à avoir 29 places de parking. Malheureusement, je n'ai même pas une seule place car l'hôtel n'en avait pas une seule. Début février, dès ma première visite du bien, j'ai su que je l'aurais quoi qu'il arrive, et pour gagner du temps, j'ai pris rendez-vous avec un avocat spécialiste de l'urbanisme dans la ville de Grenoble pour voir comment déroger à ces places de parking. L'avantage, c'est qu'il est spécialiste dans l'urbanisme, donc il sait exactement de quoi je lui parlais, il avait l'habitude de ça, beaucoup de ses clients sont des marchands de biens qui eux aussi ont cette problématique. De plus, j'ai volontairement pris un avocat de la ville où j'investis, puisqu'il connaît le service de l'urbanisme de la ville, même si ce ne sont pas ses copains, il les côtoie régulièrement, il sait donc comment négocier avec eux pour ce genre de demande. J'ai pris une prestation de conseil dans un premier temps pour savoir s'il était possible de déroger aux places de parking. Ça m'a coûté environ 500 €.
Quelques jours plus tard, je reçois son compte-rendu détaillé de 5 pages qui m'indique que c'est possible. Je vous dirai les astuces plus tard. J'étais assez étonné car depuis toujours on entend ou on lit qu'il est très difficile, voire impossible de pouvoir déroger à ces fameuses places de parking. En fait, c'est faisable, mais il faut bien s'entourer. Avant d'aller plus loin, je vais vous récapituler les dates importantes du projet afin que vous puissiez comprendre. Première visite en février 2019, compte-rendu de l'avocat en mars 2019, compromis signé en juillet 2019, permis de construire déposé en septembre 2019. J'écris ces lignes le 9 novembre 2019, le permis a donc été déposé il y a plus de 2 mois, mais je dois attendre 3 mois, donc jusqu'au 5 décembre pour savoir si mon permis est accepté ou non. Faisons un bond dans le temps. Tout se passe bien, les négociations sont validées, on signe le compromis en juillet 2019. Ensuite, nous mandatons un architecte pour déposer le permis de construire et nous engageons notre avocat pour qu'il ajoute un compte-rendu au permis de construire. Ce projet nécessite un dépôt de permis de construire car nous allons casser toute la façade actuellement en hôtel et restaurant pour y mettre des fenêtres d'habitation. Le permis est déposé le 5 septembre 2019. Prendre un architecte pour déposer un permis, c'est classique, mais ajouter un avocat pour appuyer la demande, c'est moins courant. De plus, nous avons également mandaté un géomètre afin d'avoir des mesures certifiées. Si vous y allez seul déposer votre permis de construire sans appui ni conseil de personne, la mairie pourra refuser très facilement votre demande de dérogation. Alors que s'entourer d'un architecte, un géomètre et d'un avocat spécialisé dans l'urbanisme de la ville vous permettra de passer beaucoup plus facilement. En effet, la mairie réfléchira à 2 fois avant de refuser un permis de construire qui pourrait l'amener à un procès coûteux. Pour ce genre de projet, il ne faut pas faire le radin, il faut se faire entourer par un maximum de gens compétents afin d'avoir le plus de chances possible que son projet passe. Certains d'entre vous sont en train de se dire que je prends le risque de payer un avocat, un architecte et un géomètre sans être sûr d'aller jusqu'au bout. Oui, en effet, je prends ce risque car dans la vie, si on veut aller loin, on n'a pas d'autre choix que de prendre des risques. Attention, il ne faut pas prendre des risques inconsidérés, mais il faut savoir en prendre. Comme beaucoup d'investisseurs, vous aussi vous prenez des risques, vous n'êtes pas l'investisseur lambda qui achète un bien à 3% de rentabilité, qui le loue en nu avec le statut microfoncier. Non, vous faites probablement des travaux, peut-être en meublé au réel, afin d'avoir du cash flow. Il faut prendre des risques qu'on peut accepter de perdre. Dans mon cas, la prestation globale m'a coûté environ 12 000 €, c'est de l'argent que je suis prêt à perdre, mais en retour ça peut me rapporter gros. À noter que cette place doit être présente pour le logement, mais peut être louée à un autre locataire, ce n'est pas obligé de la louer au locataire de l'appartement, ce qui est une aberration en soi. Le plan local d'urbanisme oblige d'avoir une place de parking pour la création de logements, mais n'oblige pas que cette place reliée à l'appartement soit louée au locataire en place dans cet appartement. Si vous faites partie des chanceux qui peuvent créer des places facilement, c'est notamment le cas lorsque vous divisez une maison, vous pourrez utiliser une partie du terrain pour en faire des places de parking, alors sachez que vous pourrez augmenter votre bénéfice assez facilement. Il suffit de louer votre appartement au locataire X et de louer la place de parking seule à quelqu'un d'autre, ainsi vous pouvez gagner plus sans trop d'efforts. Les dérogations. Une chose importante à retenir, dans toutes les astuces que je vais vous donner pour déroger à la place de parking, aucune n'est sûre de passer. La dérogation de place de parking, c'est de la négociation avec la mairie qui doit être appuyée avec des textes de loi précis. Il existe plusieurs possibilités de déroger aux règles de stationnement contenues dans un plan local d'urbanisme, sous réserve bien entendu que la commune accepte d'appliquer l'une d'elles. Je vais vous lister toutes celles que je connais. Je connais 3 dérogations et une astuce au cas où ces dérogations peuvent bloquer. La première dérogation concerne l'augmentation du gabarit du bien. La deuxième dérogation concerne les transports en commun. La troisième dérogation se basera sur une jurisprudence. Et le bonus vous donnera la solution ultime pour que ça passe presque toujours. En premier lieu, l'article L152.3 du Code de l'urbanisme expose que les règles définies par un plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet de dérogations strictement énumérées par les articles L152.4, 5 et 6. Au terme de l'article L152.6 du même code, les dérogations au règlement du plan local d'urbanisme peuvent être autorisées dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, figurant sur la liste prévue à l'article 232 du Code général des impôts. La ville de Grenoble figure bien dans la liste des zones continues avec plus de 50 000 habitants établie par le décret numéro 2013-392 du 10 mai 2013. Il est donc possible de demander une dérogation sur le fondement su-évoqué. Les 2 premières dérogations sont envisageables sur le fondement du Code de l'urbanisme uniquement si la ville fait plus de 50 000 habitants. Première dérogation.
En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, déroger aux règles relatives aux obligations en matière de création d'aires de stationnement pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation dans la limite d'une majoration de 30% du gabarit de l'immeuble existant. Il ressort de ces dispositions qu'il est possible de déroger aux règles de stationnement contenues dans un plan local d'urbanisme pour autoriser la transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation dans la limite d'une majoration de 30% du gabarit de l'immeuble existant. Quand on parle de modification de gabarit, c'est par exemple augmenter des mètres carrés à l'habitation en créant de la surface habitable, ce qui est notamment le cas lorsque vous créez un étage à un immeuble. Dans mon cas, je ne touche pas le gabarit de l'immeuble, je ne vais pas créer un mètre carré supplémentaire à mon immeuble, on travaillera uniquement sur le gabarit existant. Dans la mesure où le gabarit de l'immeuble ne sera donc pas modifié en l'espèce, ces dispositions semblent pouvoir être appliquées à mon projet. De plus, une précédente instruction du 28 mai 2014 relative au développement de la construction de logements par dérogation aux règles d'urbanisme et de la construction précisait déjà que cette dérogation est ouverte pour les projets de transformation ou démolition reconstruction d'immeubles existants de tout type en immeubles à destination principale d'habitation dès lors que la zone dans laquelle ils se situent autorise les constructions à usage d'habitation. Le maire dispose d'une marge d'appréciation pour délivrer une telle autorisation dès lors que les termes en tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation sont employés au détour des dispositions précitées. Ce module de la formation est désormais terminé. Je vous invite à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux modules et si vous avez une question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires.